Merci infiniment de cette invitation. Je suis ravi d'intervenir après d'aussi brillantes contributions. Je connaissais peu René Girard et en fait j'ai tenté de répondre à la question de la collection et de la collection de photographies en particulier en le remettant dans un contexte qui est celui de... Oh, pardon. Merci infiniment de m'avoir invité, Serge. Je suis ravi de pouvoir intervenir après d'aussi brillantes contributions. Je connais très peu l'œuvre de Girard, et en fait j'ai essayé de recontextualiser ça dans le fait de la collection. Et je vous montre, je vais travailler par schéma, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Et en fait, comme j'ai très peu de temps, je vais essayer d'aller un peu vite. Vous avez ici donc l'enfer de la triangulation. Le sujet, j'ai intitulé ça le moi, le médiateur, l'autre, le modèle et l'objet. Alors quand je dis enfer de la triangulation, c'est que dès lors que vous prenez deux personnes, le sujet et le médiateur, et que vous avez un objet du désir qui est commun, vous avez trois choses, et dès lors que vous divisez 2 par 3, vous obtenez le chiffre symbolique de 0,666, qui est le chiffre de l'apocalypse, enfin le chiffre de la bête. Donc, d'une certaine manière... alors, désolé, je ne suis pas girardien, mais en fait, j'ai été passionné de retrouver dans les textes de Girard des choses où je me disais, mince, c'est fou, il y a énormément de liens avec Mauss que je connais par Georges Bataille. Et en fait, tout de suite, je suis allé marquer sur Internet Girard Mauss et je suis tombé sur plusieurs émissions, plusieurs contributions et plusieurs colloques qui parlaient de ce rapport. Alors, en fait, si on voit qu'entre le sujet et le médiateur, il y a une fascination et il y a une imitation, c'est celle qui va être le moteur et qui va être le moteur de cette surenchère. Je vais recontextualiser cette volonté d'acquérir une photographie dans une vente aux enchères. Il faut mettre ça dans un contexte précis. Et en fait, quand on est un sujet et qu'on a un modèle, la règle de base, ce serait d'imiter le meilleur des modèles. Ça serait la règle de base. Puisque souvent, quand on est dans une vente aux enchères ou quand on est en tant que collectionneur à vouloir quelque chose et la même chose que l'autre, on se rend compte que finalement, il y a tellement de modèles qu'il faut avoir une vue de sa collection, il faut avoir une vue de ce qu'on cherche et d'imiter au moins le meilleur des collectionneurs, le meilleur des modèles. Alors, cette imitation et cette fascination, elle ouvre sur une compétition qui est basée sur une domination. Et il y a, dans une vente aux enchères en particulier, une dépense, une consommation, et j'écris en même temps consommation parce que c'est un mot, c'est un néologisme créé par Georges Bataille, ostentatoire. Une consommation dans le sens où quand on désire la même chose que l'autre et que l'autre, on essaie de l'assouvir, enfin d'être en compétition avec cette personne, on risque, et c'est là le problème dans la collection, dans la vente aux enchères, de payer l'objet bien plus cher qu'il ne vaut. Et ça, c'est vraiment le problème. Et c'est une règle de base dans les ventes aux enchères, c'est de payer bien plus cher. Et donc, quand je marque consommation ostentatoire, c'est bien dans le sens où il y a des témoins, et que vous êtes témoin, et que vous êtes spectateur du fait que j'ai dominé l'autre. Et donc, il y a une question de spectacle dans tout ça. Et en fait, le prix, le don, le sacrifice, donc le prix de l'objet que vous allez payer, il est proportionnel au désir et à la résistance
du modèle. Donc ceci, on ne peut pas le penser sans un contexte particulier qui est celui d'un contexte rituel de la vente aux enchères. Quand je dis contexte rituel, c'est que le rite de la vente aux enchères, il succède à plein de préparations. C'est un temps qui est, on va dire, sacré par rapport à un temps profane. On ouvre par un coup de marteau la vente aux enchères. Et il y a vraiment un cérémonial, et c'est un rite, c'est un rituel que la vente aux enchères. Et pour un rite, il faut un espace. Et j'ai noté ici que la salle des ventes est en même temps un temple, en même temps un cirque et en même temps une arène. Et c'est quelque chose qui est véritablement en lien avec l'architecture antique. Quand je dis temple, c'est pour parler un peu du religieux, du caractère religieux du rituel. Le cirque, parce qu'il y a quelque chose de tragicomique. Et puis, c'est intéressant de voir dans une vente aux enchères à quel point on peut parler d'argent avec recul et avec pratiquement quelque chose qui soit secondaire. Et donc, il y a quelque chose qui nous ramène au cirque et en même temps à l'arène. Et à cette arène, je pensais absolument à Michel Leiris, qui a écrit la littérature considérée comme une tauromachie, puisque d'une certaine manière, quand vous êtes enchérisseur dans une vente aux enchères, vous avez un petit peu comme dans une arène à jouer avec un drap rouge et à jouer avec la force brute qu'est le taureau. Et imaginez que le médiateur, l'autre, ce soit le taureau. Vous l'amenez, vous surenchérissez sur lui. Et il surenchérit. Vous surenchérissez sur lui, il surenchérit. Et en fait, vous allez pouvoir à un certain moment esquiver cette force brute en arrêtant d'enchérir. Lui, il va gagner l'enchère et vous lui aurez fait payer l'objet bien plus cher qu'il ne vaut. Il y a un jeu qui est, dans les ventes aux enchères, il faut considérer qu'en fait, si aujourd'hui vous allez sur un site de vente aux enchères, vous allez pouvoir trouver, je vous cite Interenchères, puisque c'est en France, il y a ça, mais vous avez Drouot Online aussi, vous allez trouver 300 ventes aux enchères, 10 000 objets à vendre tous les mois ou 10 000 objets à vendre sur les 3 mois. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, si je vois ça de manière aérienne, je dois prendre conscience que je ne dois pas me brûler tel Icare dans le feu des enchères, parce que si je n'ai pas l'objet aujourd'hui, j'aurai un autre objet demain, et que, en fait, il y a tellement d'enchérisseurs, il y a le collectionneur qui connaît mais qui n'a pas l'argent, le collectionneur qui ne connaît pas mais qui a l'argent. Le pire, ça serait celui qui connaît et puis qui a l'argent. Donc, mais vous vous battez tous les jours contre des ennemis différents. Alors, soit vous avez une technique qui est celui d'appauvrir votre concurrent, et pour l'appauvrir, il faut faire monter les enchères et s'arrêter au bon moment, et surtout ne pas se faire que lui arrête. Il y a une sagesse dans tout ça. Je vais en reparler. Il y a les acteurs de la vente. Les acteurs de la vente, ils sont plusieurs. Il y a le commissaire-priseur, il y a l'expert. Serge est là, il intervient souvent, il intervient toujours en tant qu'expert. Vous avez le crieur et vous avez les commissionnaires. Donc, toutes ces personnes exercent une influence sur la vente aux enchères. Et en fait, alors, plus ou moins d'influence, parce qu'aujourd'hui, les commissaires-priseurs sont plutôt là. Je retrouvais ça parce qu'avant de venir ici, je me suis dit, je vais quand même revenir sur les textes de Raymond de Moulin, et je voyais une chose où justement, elle parlait du commissaire-priseur comme témoin. Il est témoin des enchères, et il ne va pas attiser les enchères ou faire monter. Et alors, il y a différentes ventes. Il y a des ventes où les gens poussent à faire augmenter les prix, et d'autres pas du tout. Donc, les acteurs, et il y a aussi les spectateurs, et ça c'est quelque chose de très important, les spectateurs qui exercent eux aussi une influence sur la vente.
Et donc, la communauté assistant au spectacle que constitue la mise en vente stimule le caractère ostentatoire de la dépense. Elle est parfois un frein aux limites que devraient s'imposer le sujet et le médiateur. Donc, en fait, une fois qu'on a compris ceci, il faut prendre peut-être une route parallèle ou plutôt contraire à la pensée de René Girard, de respecter ses limites et d'avoir la sagesse de dire non et de ne pas s'opposer au médiateur ou au modèle et de ne pas surenchérir sur lui-même. Alors, il y a deux pratiques, il y a deux solutions. Il y a une solution pratique et il y a une solution théorique. Donc, en fait, cette solution pratique, ce serait, comme beaucoup le font, de laisser un ordre d'achat à la vente, au personnel habilité à la société de vente. Et ça, il faut avoir la discrétion et la confiance, parce qu'il y a certaines ventes aux enchères dans toute la France. Vous avez tellement de maisons de vente qu'il faut connaître bien les maisons de vente, parce qu'il y a des personnes... Si vous avez un objet, cet objet-ci qui est proposé, estimé 100 €, et que vous savez très bien qu'il en vaut 1000, on vous le met à 100 € pour que vous veniez à la vente, et que vous espériez l'avoir à 100 €. Et vous savez qu'il en vaut 1000, donc vous allez monter jusqu'à 800. Donc vous donnez un ordre à 800 €, et il y a certaines personnes alors tout le monde n'est pas pareil, il y a des gens à qui on peut faire confiance, et d'autres c'est moins le cas, mais justement c'est l'expérience qui amène science. Il y a des personnes qui vont monter les enchères. Enfin, si vous donnez un ordre, il y a certaines personnes qui vont laisser fuiter des informations, et on va monter jusqu'à 700 €, alors vous l'auriez eu peut-être à 150, qui vont vous faire monter les enchères sur 700 €. Donc l'ordre d'achat, c'est une solution, mais elle n'est jamais, elle n'est jamais hermétique, elle n'est jamais... c'est une solution. Alors, l'autre solution, la solution théorique, ce serait celle-ci. Ce serait d'abord de comprendre que quand on est à imiter, il y a une compétition avec soi-même. Et en fait, quand on se regarde dans l'autre, on peut... alors, je suis certain que du côté de René Girard, avec cette question du religieux et cette question du chrétien et du christianisme, et il y a des solutions, il y a des réponses. Mais en tout cas, le modèle, le médiateur, c'est un peu le complément de soi-même, où on se projette soi-même, où on imagine qu'on va trouver chez l'autre cette complémentarité, ou en tout cas ce qui nous manque. La solution de cette compétition avec soi-même imposerait de se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, ça impose, quand on est collectionneur, de partir du principe, et ça doit être une règle en collection qui est importante, c'est de n'acheter que ce qui vous ressemble. On n'achète pas des choses en se disant « tiens, je vais faire une affaire ». On ne fait jamais d'affaires quand on achète autre chose que quelque chose qu'on comprend vraiment intimement dans son corps et dans son cœur. Et en fait, la mythologie personnelle est une chose. Alors, la pensée de René Girard, on en parlait hier, avec une mère croyante catholique et un père pas... libre penseur, mais la mythologie personnelle est quelque chose d'important. Votre vie, des fois c'est même onomastique. Vous voyez, moi je m'appelle Devigne, mes parents tenaient un hôtel, un café, ils vendaient du vin. Enfin, il y a des choses onomastiques, il y a quelque chose. On a une mythologie personnelle, quelque chose qui nous construit. Et la collection, c'est quelque chose qui est une arborescence de ce qu'on est et de notre propre biographie. Et la connaissance de l'autre est une chose. Alors, sur ce point, j'ai une citation, je vous la présenterai si on doit en parler. La connaissance de l'autre est une chose aussi essentielle. Alors, compétition avec soi-même, se connaître soi-même, se démarquer,
Et se démarquer, ça donne quelque chose qui serait peut-être une antithèse, j'ai marqué ça, c'est mal écrit, une antithèse à la pensée de René Girard, qui reviendrait à tuer le père. Et tuer le père, c'est s'affranchir du modèle. Et vous voyez ça en création, de toute façon, quand vous faites de la peinture, vous commencez à imiter votre professeur, ce qu'on vous apprend, et vous êtes peu à peu obligé de tuer le père, c'est quelque chose d'assez freudien ou assez symbolique, mais de trouver vos propres marques, vous êtes obligé de passer peut-être par l'imitation et de prendre ces distances par rapport à l'imitation et donc de tuer le père en cultivant une singularité. Et c'est en cela où justement cette singularité, elle s'oppose à la question de voir dans l'autre et dans le médiateur cette part manquante. Se surpasser. Donc, compétition avec soi-même, se connaître, se démarquer, se surpasser. Ce qui équivaut à... Alors, dans la collection, j'ai marqué collection-création. Quand on se surpasse, quand on construit une collection, et c'est peut-être... Vous savez, quand on regarde l'histoire de la photographie, par exemple, vous savez qu'on va commencer par regarder les livres sur l'histoire de la photographie. Tout le problème de l'histoire de la photographie, c'est qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on achetait un ouvrage sur l'histoire de la photographie et c'était pratiquement toujours les mêmes œuvres qui étaient reproduites. Donc, d'une certaine manière, on vit avec... alors, c'est déjà les ouvrages beaucoup plus anciens. Hein. Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, c'est complètement différent parce que, d'une certaine manière, j'entendais hier employer le terme photographie d'auteur. Aujourd'hui, on est dans une autre... Il y a d'autres parenthèses qui se sont ouvertes avec... des photographies qui ne sont pas des photographies d'auteur, mais qui sont justement le contraire, avec des photographies anonymes. Alors les historiens emploient des termes différents. Il y a des personnes qui disent photographie anonyme, d'autres snapshots, d'autres vernaculaires. Enfin, la photographie anonyme, c'est-à-dire l'erreur ou la photographie de famille, devient quelque chose qui peut faire œuvre, ou l'erreur photographique peut faire œuvre, et on est peut-être à l'antithèse de ce qu'on voyait dans les ouvrages, à savoir les chefs-d'œuvre, toujours les mêmes chefs-d'œuvre, publiés dans les livres d'histoire de la photographie. Je marque collection-création parce que, d'une certaine manière, une collection, c'est arriver à s'auto-construire par le biais des objets, par le biais des différents achats. Et quand vous avez du goût, quand vous avez un goût, vous comprenez en regardant les objets que cet objet, soit vous achetez tous les mêmes objets, ou soit on peut acheter des choses qu'on ne connaît pas. Moi, pour ma part, quand j'achète quelque chose, j'achète un mystère qui me sert à étudier. Et une fois que j'ai étudié, j'ai plus besoin à la rigueur de l'objet. En tout cas, je préfère l'énigme à la possession. Mais en tout cas, chaque élément inédit va devenir quelque chose où, quand vous associez des éléments les uns à côté des autres, alors déjà, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, eh bien, plus vous achetez, plus l'horizon recule. C'est-à-dire, on croit qu'on va aboutir quelque chose, mais plus on achète, plus l'horizon recule. Donc, plus la collection grandit, plus on identifie des trous dans la collection. Et alors ça, c'est un vaste problème, ce qui fait que quand on a compris ça, on a moins à se consumer, à vouloir absolument celui-ci, parce que si celui-ci, on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain. Se surpasser, ça revient à prévoir et à être visionnaire, à contribuer à l'évolution du goût et à inventer. Et donc, en quelque sorte, à dominer le marché. Et en fait, vous voyez, vous êtes à l'extérieur du schéma, c'est-à-dire que personne ne vous voit enchérir. Vous pouvez donc acheter des objets qui n'intéressent personne. Et donc, vous dominez en quelque sorte le marché. Et pour ça, il faut acheter à couvert, il ne faut pas se laisser montrer. Alors, deux choses. Georges Wildenstein achetait ce qui n'était pas encore à la mode. Alors, je pense à Nicolas Poussin, commissaire-priseur, marchand, courtier et collectionneur, surveillait le caractère systématique de ses achats. Et là, je ne pouvais m'empêcher de vous citer une phrase de Georges Bataille, « L'aveu et la tentation du coupable », c'est son texte sur Gilles de Rais. Dès lors qu'il achète à découvert,
Et c'est la tentation de tout collectionneur, quand il est en vente, d'acheter à découvert pour montrer... en fait, il y a quelque chose de très sadomasochiste là-dedans. C'est-à-dire que quand vous achetez à découvert, vous savez que vous appelez sur vous la surenchère et vous savez que vous appelez sur vous le sacrifice. Il y a quelque chose, il y a une autodestruction, il y a quelque chose qui est... donc dès lors qu'il achète à découvert, le collectionneur accepte de devenir un modèle médiateur. Alors, qui doit-on copier ou que veut-on copier? Ça, c'est à vous de décider. Je vais juste ouvrir une deuxième, une deuxième partie qui finalement répond à la première, à l'intitulé, qui était, je suis désolé d'avoir... je voulais lire au départ un texte et finalement c'est un schéma que je vous ai mis. Je pense que s'il y avait des gens qui ne parlent pas français, je ne parle pas du tout italien, je m'en excuse, c'était peut-être plus simple. Je vais vous parler en quelque sorte d'une philosophie des oppositions, une philosophie des contraires. Et comme bien sûr tout n'est pas en photographie, la question c'est pas le blanc, la question c'est pas le noir, c'est ce qui est entre le noir et le blanc et c'est le gris. Donc la grande qualité, hier j'ai vu l'exposition qui a été construite, et j'ai vu des gris fabuleux. Et en fait, c'est là que j'ai vu une grande technique photographique dans les gris plutôt que soit dans les blancs brûlés de lumière ou les noirs, l'absence totale de lumière. Alors, j'ai fait deux oppositions. Souvent on dit « Ah oui, lui il achète à l'œil, il a un œil ». En photographie, il faut avoir un œil. En photographie, il faut avoir un œil pour voir 100 images et savoir enlever celle que personne n'aurait regardée, mais qu'une fois qu'elle est tirée, on se rend compte que c'est un petit chef-d'œuvre et qu'on ne l'avait pas vu. Et ça, c'est une habitude qu'il faut avoir, ou il faut avoir l'œil. Il y a les gens qui achètent à l'œil et il y a les gens qui achètent à l'oreille. En France, il y a des gens qui vendent des tableaux et qui auront toujours un livre qui s'appelle le Hakoun, et c'est marqué « Ah, ce tableau, il a été vendu 50 sur 40 cm, 12 000 euros ». Qu'est-ce que j'ai à faire qu'un tableau qui fasse 50 sur 40 cm fasse 12 000 euros? Je n'ai pas besoin, si j'aime ce tableau, de savoir qu'il y a des mathématiques qui sont dessus, parce que mon cœur me dit que ce tableau me plaît et que la question du prix ne sera pas une question, alors bien sûr jusqu'à un certain prix, mais que ce n'est pas une question de prix. C'est une question d'amour, et c'est une question de coup de foudre. Et c'est une question c'est quelque chose de tripal. Donc acheter à l'œil et acheter à l'oreille, deux choses différentes. Acheter à l'oreille, il y a une raison spéculative. On écoute l'autre, on me dit, tiens, cette œuvre, elle va monter, tu devrais l'acheter. Alors je disais qu'il n'y a pas d'opposition concrète parce qu'il y a des gens qui achètent par passion désintéressée. L'amateur, il achète par passion désintéressée, mais il sait aussi qu'il va léguer l'œuvre. Donc d'une certaine manière, il peut y avoir aussi une raison spéculative. Donc, je mets un point au milieu, il y a un curseur. Vous pouvez être totalement désintéressé ou totalement désintéressé et totalement spéculatif, soit être un client, soit être un amateur. L'amateur, il va baser sa recherche sur l'amour et le rêve, et l'autre sur l'intérêt et le calcul. Alors bien sûr, il y a la passion désintéressée qui va surveiller l'avancée de la recherche, et la raison spéculative qui va surveiller le marché. Vendre pour acheter ou acheter pour vendre. Donc, le collectionneur, l'amateur désintéressé va préférer l'œuvre à l'argent, et celui qui achète pour vendre va préférer l'argent à l'œuvre, puisque c'est cette quête de l'argent et cet intérêt pour l'argent qui le motive. D'un côté, vous avez une richesse matérielle et de l'autre côté, vous avez une richesse spirituelle. Des deux côtés, qu'elle soit matérielle avec la quantité ou spirituelle, vous avez aujourd'hui en photographie des deux côtés la possibilité de droit. Et c'est quelque chose que je regarde depuis 1 ou 2 ans. Je me rends compte que des banques d'images qui se construisent et que, en fait, ce qui est terrible, c'est que le monde de la photographie et le monde de l'image, il va évoluer d'une certaine manière
avec des droits, puisque une fois qu'on dépasse les 70 années, plus les années de guerre, en fait, on dit qu'une fois qu'un auteur est décédé, s'il est décédé il y a plus de 70 ans, et s'il a participé à la guerre plus de 70 ans, plus les années de guerre, c'est libre de droit. Donc, d'une certaine manière, le collectionneur qui posséderait des négatifs, des clichés, etc., aurait une force, une puissance, il aurait une richesse qui serait une richesse comme avoir une maison et louer une maison. Et en fait, ce qui est intéressant, mais là j'ouvre une parenthèse et je la ferme très rapidement, c'est qu'on se rend compte qu'en France, on commence à prendre conscience que la photographie est une richesse et qu'on doit développer des banques d'images. Mais ce dont je me rends compte, c'est que les logiciels qui sont construits, qui sont développés pour faire des banques d'images, eh bien finalement, tous ces logiciels sont différents de structure à structure, et que finalement, ils ont aussi des brevets et des droits, etc., qui ne permettent pas de passer d'un logiciel à un autre, ce qui fait que tous les logiciels qui sont développés sont un peu fermés sur eux-mêmes. Et si on développe par la volonté de démocratisation de la culture ou de partage, de montrer des fonds photographiques, on se rend compte que le logiciel qu'on choisit ne nous permet pas automatiquement, enfin j'en ai pas encore trouvé un, qui permette d'être véritablement ouvert sur les autres logiciels, sur l'Europe, sur le monde. Et d'un côté, il y a le droit à l'image, de l'autre côté, il y a le droit au logiciel. C'est assez ambigu. En tout cas, des deux, richesse matérielle et richesse spirituelle, vous avez cette question des droits de la propriété intellectuelle. Alors, qu'on soit côté matière ou côté esprit, vous avez le collectionneur qui est sélectif ou le collectionneur qui est compulsif, qui est malade. Le compulsif base ses achats compulsifs sur c'est un besoin, et l'autre, celui qui est sélectif, il base ça sur son goût. Et en fait, d'un côté, il y en a un qui a la quantité et l'autre qui a la qualité. L'un choisit la qualité, va plutôt chercher des icônes ou des œuvres, et l'autre va plutôt amasser les images, les documents. Ça va être un peu la quantité, quoi. Alors, bien sûr, il y a une règle là-dedans, et ça, c'est en collection, c'est qu'il faut parfois acquérir 100 pièces pour en comprendre une seule. Et c'est vrai que si on a 100 000 photographies dans sa collection, on se rend compte qu'on n'a que 5 chefs-d'œuvre sur les 100 000. Et même si on avait 200 000, on arrivera toujours à résumer la collection à 5 chefs-d'œuvre. Alors, parfois, il faut acheter ou acquérir énormément, ou voir énormément de photographies avant de se faire un œil. Et donc, c'est pour ça que je mets ça au milieu, ça fait un peu règle. Donc, la qualité, c'est une démarche basée sur la connaissance. Et l'autre, c'est une démarche accumulative relevant de la manie. Donc, il y a une quête spirituelle d'un côté, la collection comme chemin initiatique, et de l'autre côté, une possible obsession de la classification. Alors on peut se perdre dans les méandres iconographiques. Alors c'est vrai que plus vous achetez, ça prend une place considérable. Plus on achète, moins on étudie. Il vaut mieux être sélectif et étudier qu'être compulsif et puis stocker, parce que très rapidement, vous avez mis une caisse sur le côté, une deuxième caisse, des caisses, un camion, 2 camions, un grenier, une cave. D'un côté, vous avez le monde des idées, et de l'autre côté, le monde des objets. D'un côté, on est, côté spirituel, de l'autre côté matériel, c'est un peu dichotomique, mais métaphysique, physique. Le monde des idées est là pour stimuler la réflexion. Et là, je pensais à une phrase de Champfleury qui disait qu'un collectionneur marié n'est pas un collectionneur. Parce que c'est vrai que
En fait, plus on regarde les objets, moins on regarde les hommes. Enfin, c'est terrible, mais en plus, ça prend énormément de place. Il vaut mieux partager sa collection. Et on voit que les collections de couples, c'est véritablement quelque chose de... Alors, ça peut être photographique, hein, mais c'est plus basé sur quelque chose de l'espace. Quelque chose de Baudrillard, là. Il faut que ça constitue un monde, un espace du couple, et qui est quelque chose où il y a en même temps la décoration, le vivable. Ok. Stimuler la réflexion. La photographie se substitue au réel et prend sa place. Quand vous vivez dans un monde de photographie, vous vous rendez compte que la photographie se substitue au réel. Alors déjà, on ne va pas commencer à parler de qu'est-ce qu'une photographie, est-ce que ça traduit le réel, est-ce que c'est une trace de réel, est-ce que... Bon, mais en tout cas, on vit dans un monde d'images et on vit dans un monde de... C'est un autre monde. Les photographies remplacent le côté concret de ce que vous vivez ici, maintenant, avec l'autre. La réflexion, ce n'est pas la méditation. Et la réflexion retient, la méditation libère. Et je crois que c'est important cette distinction-là parce que il y a un moment où il faut arriver à être dépossédé des choses. Pour véritablement méditer, véritablement faire la paix intérieure, faut se déposséder des choses et ne pas automatiquement baser sur la propriété, sur la possession. Et donc la réflexion, c'est vrai que si vous collectionnez les sculptures, imaginons que vous collectionnez des Christ, vous pouvez avoir des Christ du XIVe, XIIIe, avec des dorures qui sont magnifiques, qui ressemblent à des dorures mérovingiennes. Vous pouvez avoir des bronzes extraordinaires, vous l'avez dans les mains, vous ne pensez pas au Christ. Vous pensez à l'homme qui a fondu ce Christ. Et toutes les sculptures médiévales, quand vous les avez dans les mains, que ce soit un ivoire, un bronze, on pense beaucoup plus à l'auteur de l'objet qu'à l'objet ou que la représentation de l'objet. Donc la réflexion retient et la méditation libère et la réflexion sur l'objet d'art dépend de facteurs sociologiques, historiques ou esthétiques. Le support de réflexion demeure matériel. Je finis avec ceci. Il y a un désir de reconnaissance, d'un côté par la démonstration, qui est la part inutile des choses, et dans la monstration, la part utile. D'une part, une volonté élitiste et médiatique, et de l'autre côté, j'ai mis moyenne, ça ne me plaît pas comme mot, mais communautaire, par exemple, mon voisin. Et en fait, il y a un caractère positif à la monstration utile, un caractère positif, le partage de la connaissance, la diffusion des œuvres, la révélation de productions inconnues, participer à l'enrichissement du patrimoine, ça devrait faire partie d'un autre schéma, je l'ai laissé. Bon. Et ce caractère négatif, sur lequel je vais conclure, c'est une phrase d'Yves Michaud dans La crise de l'art contemporain en 1997, il dit ceci. Alexandre Zinoviev, dans les romans où il décrivait le fonctionnement de l'Ivanie soviétique, avait souligné ce fait qu'on y est décoré pour avoir été décoré. Seule la première distinction coûte. Dans l'Ivanie de l'art officiel français, on est choisi pour avoir été choisi, exposé pour avoir été exposé, acheté pour avoir été acheté. Une fois le premier pas fait, les hommes d'appareil sont rassurés sur des goûts que désormais ils partagent. Et ceci, finalement, ça me ramène à l'invitation de Serge, parce qu'à chaque fois que j'ai vu une exposition de Serge, j'ai toujours vu des expositions de gens que je ne connaissais pas. Donc Serge ne décore pas parce qu'ils ont été décorés et n'expose pas parce qu'ils ont été exposés. C'est sur ceci que je terminerai ma contribution. Je vous remercie de votre attention.